Kuiper, la tension est à son maximum. C'était incroyable, on se disait. Alors tous ces appareils fonctionnent finalement. Ils annonçaient les vitesses du vaisseau et ça n'arrêtait pas d'augmenter. Je me suis tourné vers le gars assis à côté de moi et je lui ai dit « Bon sang, il faut vraiment y arriver ». C'est très difficile de décrire le niveau d'excitation qui régnait dans la pièce. On était suspendus aux lèvres des astronautes. Cette transmission vous est envoyée alors que nous sommes à mi-chemin entre la Terre et la Lune. Dans moins de 40 heures, nous serons au niveau de la Lune. Inlassablement, les astronautes vérifient leur position. Jim Lovell voulait démontrer qu'il était possible d'assurer la navigation à bord du vaisseau grâce au sextant. Il l'a fait à de nombreuses reprises et il a prouvé que ça fonctionnait très bien. Quand Apollo 8 disparaît derrière la Lune, toutes les communications avec la Terre sont rompues. À présent, ils dépendent entièrement du système du MIT. On ne recevait plus rien. Il fallait attendre. Et en fonction du moment où on entendrait de nouveau leur voix, on saurait s'ils étaient entrés en orbite lunaire, s'ils n'étaient pas sur orbite, ou s'ils étaient à mi-chemin, ce qui aurait été encore pire. On savait tous à quel moment on devrait les réentendre si tout se passait bien. Pendant 45 minutes, on a attendu le moment où on saurait si c'était un succès ou pas. Au bout de ces 45 minutes, Houston a commencé à appeler le vaisseau. Apollo 8 ici, Houston, terminé. Ici le centre de contrôle de Houston. Jerry Carr a envoyé un message. Nous attendons. Personne n'a répondu et tout le monde s'inquiétait. Finalement, un tout petit peu après le moment prévu, on a entendu une voix. Houston, ici Apollo 8. Notre orbite est bonne, 258 km par 97 km. Apollo, ici Houston, ravi de vous entendre. Apollo 8 est dans les temps et les contacts radio reprennent. Quelques secondes plus tard, l'ordinateur conçu par le MIT transmet ses calculs sur la position du vaisseau. Ils correspondent à la virgule près à ceux effectués au sol par la NASA. Il y eut un soulagement énorme dans la salle. Les cris de joie fusaient, on exultait. Ce qu'on avait produit fonctionnait. Pour les ingénieurs, c'est l'aboutissement d'années de travail acharné et parfois de mariages brisés. Je me revois en train de regarder ça chez moi, la veille de Noël 1968. Comme des millions de gens, je regardais ce vol. J'en avais les larmes aux yeux. Et ça me reprend. Assis chez moi à voir ça sur ma petite télé noir et blanc, je me disais, on l'a fait. C'était prodigieux. Mais à présent, l'ordinateur qui a aidé à faire le tour de la Lune va devoir accomplir une tâche encore plus difficile, assurer l'alunissage. Le 21 juillet 1969. Apollo 11 est au 5e jour de la mission qui va amener l'homme sur la Lune. Apollo
11, ici Houston, feu vert pour la séparation. Quand le module lunaire se sépare du module de commande, L'aigle a des ailes. Armstrong et Aldrin sont à 12 minutes de la surface de la Lune. Votre machine volante a fière allure, Eagle, bien que vous soyez à l'envers. J'en connais un autre qui est à l'envers. Ils sont sur le point d'exécuter une procédure encore jamais testée dans l'espace. Sans ce programme, il serait impossible de se poser. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il a été conçu à la quasi dernière minute par un jeune ingénieur. L'homme qui a écrit la majeure partie de ce programme, c'est Don Iles. Il avait 22 ans, c'était son premier boulot. Le programme Apollo était aux 2 tiers achevé. Et voilà qu'on lui demandait d'écrire les programmes qui assureraient l'alunissage. Le temps d'écriture dépendait de la mémoire disponible. Plus on a de place pour stocker un programme, plus il est facile à écrire. Non seulement ce programme est totalement nouveau, mais il sera aussi l'un des plus compliqués que le MIT ait jamais eu à concevoir. Neil Armstrong a dit que sur une échelle de difficulté de 1 à 10, marcher sur la Lune était à 3. Se poser sur la Lune était à 13. C'était la plus complexe série d'opérations enchaînées de toute la mission Apollo. Alors que le module lunaire descend vers la Lune, tout se passe bien. Mais tout à coup, une alarme se déclenche. Alarme du programme. 1202. 1202. L'alarme qui s'est déclenchée m'était totalement inconnue. Alarme 1202. Oui, on a la même chose. Ensuite, ces signaux d'alarme se sont répétés et on est devenu très anxieux. Dans la pièce, tous les ingénieurs et les cadres avaient l'oreille tendue et personne ne savait ce qui se passait ou à quoi correspondaient ces alarmes. Il y avait peut-être un petit farceur qui savait ce qu'était l'alarme 1202, mais personne ne s'est levé en criant « Je sais ce que c'est ». Alors qu'ils doivent se poser dans quelques secondes, les astronautes demandent des instructions. Doivent-ils abandonner la mission ou ignorer l'alarme? Donnez-nous des informations sur l'alarme 1202. J'étais paniqué. Ils approchaient de la Lune et il y avait cette alarme 1202 et ça n'aurait jamais dû se produire. Alors que l'inquiétude s'empare de la salle de contrôle, un homme intervient. Jack Garman est la seule personne de tout le bâtiment à détenir une liste des alarmes. Sur une feuille de papier, j'avais dressé la liste de toutes les alarmes avec leur signification. Je l'avais collée sur un bout de carton que j'avais glissé sous le plexiglas de mon bureau. J'espérais que ce serait comme les parapluies. Il ne pleut jamais quand on les prend. Jack va m'en vouloir si je vous dis ça, mais on le surnommait Gare l'éclair. Je n'avais plus entendu ça depuis longtemps. Garman, Gare l'éclair. Et effectivement, il m'arrivait de réagir assez vite. La liste de Garman indique que cette alarme correspond à une surcharge de l'ordinateur de bord. On appelait ça une saturation exécutive. L'ordinateur n'avait plus le temps de faire son travail. Du coup, il saturait, et c'était ce qui avait déclenché l'alarme. Un ordinateur classique aurait planté, mais grâce au système d'exploitation d'Al Laning, le module lunaire se contente d'abandonner les tâches à priorité basse et poursuit les plus importantes. Il n'y a aucune menace immédiate. Garman donne le feu vert pour qu'il se pose. Contrôleur de vol, vérification pour atterrissage. Rétro. OK. Dynamique. OK. Guidage. OK. Telcom. OK. GNC. OK. ICOM. OK. Eagle, ici Houston, vous avez le feu vert. Mais alors que le module lunaire se pose, une zone d'ombre subsiste.
Pourquoi l'ordinateur a-t-il saturé? Le voyage de retour est-il compromis? Le problème restait entier, et personne n'avait vraiment eu le temps d'y réfléchir. Il fallait passer en revue toutes les checklists et les procédures. Quelques secondes après l'atterrissage, Houston a téléphoné en demandant ce qui avait causé les alarmes. Mon regard a croisé celui de Fred Martin, de l'autre côté de la pièce, et c'était « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces alarmes se sont déclenchées ?» On s'interrogeait du regard. On ne voyait plus personne dans la pièce. Tout ce qu'on avait en tête, c'était « Il faut comprendre ce qui se passe ». Malgré tous les tests auxquels j'avais assisté au laboratoire, je n'avais jamais vu ces alarmes se déclencher. Et j'étais incapable de dire à quoi elles correspondaient. Ils finissent par découvrir l'origine du problème. La checklist de Buzz Aldrin lui a indiqué de lancer le radar de retour trop tôt, et l'ordinateur a été incapable de traiter cette opération en même temps que les données d'atterrissage. L'erreur venait de la checklist. L'ordinateur, pour sa part, a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Il n'y a pas de danger. Et après 22 heures passées sur la Lune, Armstrong et Aldrin reçoivent le feu vert pour rentrer. Deux jours et demi plus tard, grâce au système de guidage de l'ordinateur, le module de commande pénètre dans l'atmosphère avec un angle parfait. J'en ai pleuré. Et je n'ai pas été le seul, à mon avis. C'était l'apothéose. Apollo 8 avait sans doute marqué l'étape la plus décisive. Mais le grand moment, c'était celui-là. Pour être franche, je me souviens mieux de l'épisode des alarmes que du retour sur Terre. Au MIT, on souffle un grand coup. Tout le monde était super heureux qu'on ait réussi. Et on était super heureux. Une décennie capitale pour l'évolution de l'informatique arrivait à son terme. Et pour bon nombre de ceux qui ont participé à cette entreprise, elle reste la chose la plus remarquable qu'ils aient réalisée. J'ai passé une bonne partie de ma vie à travailler d'arrache-pied pour produire les logiciels de guidage qui m'ont permis d'aller sur la Lune et que les astronautes ont laissé derrière eux. Là-haut, il y a des codes que j'ai écrits. C'est ma fierté. Une chose que j'ai créée est sur la Lune. Je trouve ça fabuleux.